Bonsoir à tous les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Et donc là, je voulais pas reprendre de vidéo pour dire la vérité, puisque au niveau de l'actualité mercato, il n'y avait rien à dire à part l'affaire Mbappé, que je vais commenter dans 2-3 jours, comme ça je publierai une vidéo là-dessus. Puisque là, nous nous retrouvons pour une vidéo où je vais parler, où je vais donner mon avis global sur le mercato parisien et de ce que j'en pense, puisque on avait des échos depuis début juin, j'avais même pas passé mon oral de français, comme quoi il y aurait au moins 6 à 7 recrues qui seraient arrivées avec l'entraîneur, bien sûr, dont je vais parler premièrement. Donc, je vais parler, pour résumer, de l'entraîneur et des 6 joueurs qui sont arrivés. Commençons donc premièrement, sans perdre de temps, par l'entraîneur qui est donc Luis Enrique, qui est arrivé du côté de la capitale française je me rappelle plus, en tout cas c'était le 5 juillet ou le 6 juillet si je me trompe pas. Il est donc arrivé libre de tout contrat et il a donc remplacé Christophe Galtier. Bon, je veux faire un petit bilan de Galtier, mais je pense qu'honnêtement il n'y a quasiment rien à en tirer de son passage du côté du club de la capitale française à Totof, puisque on sait la saison qui a été très compliquée, 10 défaites en championnat et une en Coupe de France, l'élimination en Ligue des Champions, ça a été vraiment cataclysmique. Pour moi, depuis que je suis ce club, c'est le pire entraîneur que j'ai vu. Un entraîneur complètement dépassé, que ce soit dans ses conférences de presse, que ce soit dans ses différentes déclarations, ses interviews, ou même que ce soit sur le terrain, ce qu'il essaye de transmettre aux joueurs. J'ai l'impression que c'était juste un accompagnateur, un prof de sport, comme beaucoup l'appelaient sur les réseaux sociaux durant son passage. Donc ça a été vraiment très compliqué. Je ne pense pas qu'il y ait franchement quelque chose à en tirer de Christophe Galtier. Je vais donc commencer comme prévu par parler du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, qui est donc Luis Enrique, qui est donc, comme je l'ai dit, arrivé libre de tout contrat. Et que dire? Alors franchement, depuis Carlo Ancelotti, c'est un nouveau changement. Bon, on dit ça chaque année, mais c'est quand même un nouveau très grand coach qui arrive du côté du Paris Saint-Germain, il faut se le dire. C'est quand même un entraîneur de renommée mondiale qui a quand même gagné, je le rappelle, la Ligue des Champions en 2015 avec sa très belle équipe du FC Barcelone. Alors j'entends beaucoup de mecs, beaucoup d'émissions sur les réseaux dire oui, mais il avait une grosse équipe. Alors ok, il avait une grosse équipe, peut-être qu'il n'arrivait pas à transmettre des messages, ou je sais pas, mais pour moi, ce qui fait la force d'un entraîneur, c'est sa capacité à gagner avec les plus grands, justement. Donc je ne pense pas que sa victoire en Ligue des Champions avec une équipe qui, c'est vrai, était stratosphérique, soit à minimiser, les amis. Donc c'est un entraîneur avec une très grosse expérience du haut niveau et qui a aussi un très gros caractère, quand même, puisque c'est quand même lui qui, quand il était par exemple avec la sélection espagnole, a quand même mis un mec comme Sergio Ramos à la porte, au profit d'un Aymeric Laporte ou même d'un Rodri qui a été pendant la Coupe du Monde 2022 replacé en tant que défenseur central. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et rappelez-vous, même en 2015, c'est quand même lui qui a, pendant quasiment toute la saison, mis Xavi sur le banc au profit d'Ivan Rakitic. Et c'est grâce à ce milieu de terrain, parce qu'à l'époque, parce que maintenant, quand tout le monde parle de cette équipe-là, ils disent ouais, Xavi, Iniesta, Busquets. Ah bah non, c'était pas Xavi, c'était Rakitic. C'était lui qui était tout le temps titulaire. Et c'est un entraîneur qui prend beaucoup de bonnes décisions, qui les assume et qui, dans la plupart du temps, paye. Voilà, tout simplement, les amis. Et franchement, moi, c'est un entraîneur que j'ai jamais véritablement apprécié humainement de par ses rapports très compliqués avec les journalistes, avec la presse. Il voulait tellement pas s'exprimer à propos de son équipe que pendant la Coupe du Monde 2022, il avait même créé une chaîne Twitch où il pouvait communiquer directement, et ça c'est quand même le point positif de cette plateforme, avec les supporters espagnols durant cette Coupe du Monde là, et c'est là où il s'exprimait véritablement comme il le voulait, puisqu'il a toujours eu des rapports très compliqués avec les journalistes. Et donc pour continuer sur lui, il a quand même eu à un certain moment des rapports assez compliqués avec beaucoup de joueurs, notamment pas mal de problèmes en sélection espagnole, donc comme avec ce que j'ai dit auparavant, à la Roma aussi, au Barça, c'était pas l'amour fou entre lui et beaucoup de joueurs, donc c'est quand même un entraîneur qui a un rapport très conflictuel, donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et puis aussi, il faut se le dire, c'est un entraîneur qui fait énormément confiance aux jeunes joueurs de la formation dans les clubs où il a été passé. Au Barça, il a quand même fait jouer des jeunes. Au Paris Saint-Germain, même récemment, il a fait démarrer lors du match contre Al Nassr des mecs comme Noah Lemina qui ont été très forts la saison dernière. Zaïre Emery, bon, c'est logique parce que c'est
c'est vraiment l'exemple, le modèle pour moi du centre de formation du Paris Saint-Germain et j'espère qu'il restera et qu'il prolongera son contrat. Ou même des mecs comme Ethan Mbappé. Ethan Mbappé qui n'a selon moi pas le même potentiel que son frère. Je ne sais pas pourquoi il a fait jouer, mais il est quand même intéressant sur certaines phases de jeu. Et même quand il était dans la sélection espagnole, hein, c'est lui qui avait fait jouer Pedri, c'est lui qui avait fait démarrer Pedri, Gavi et Unai Simon quand même au profit de beaucoup de mecs. Hein. Il n'avait pas pris Sergio Busquets, Ramos, comme je l'ai dit auparavant. C'était quand même des décisions très fortes et qui sont quand même à souligner pour Luis Enrique. En résumé, vraiment résumer mon avis sur Luis Enrique, pour moi, c'est un entraîneur, ce qu'il veut proposer au niveau du jeu, c'est très fort. Sauf qu'en dehors du Barça, il n'a eu que des échecs. Et ça, c'est un fait. Si vous prenez son passage à la Roma, ça n'a été qu'un échec. Et ça, sur ça, absolument rien à dire. Et si vous prenez même son passage du côté de la Roja, bon, il y a une demi-finale d'Euro, il y a la finale du UEFA Nations League, qui est due en partie à son travail et qui a été gagnée donc, par la sélection espagnole. Mais bon, ça reste l'UEFA Nations League. En Coupe du Monde, ça s'est cassé la gueule et d'une manière terrible, avec une possession de balle stérile où il n'y avait absolument personne pour proposer des solutions. Bon, après, il n'y avait pas un véritable neuf de métier, ça c'est compliqué aussi, mais c'est vrai aussi qu'il manquait des joueurs de grande qualité devant pour essayer d'amener quand même de la folie. Mais je sais pas, j'ai du mal. Je ne pense pas personnellement que si on garde ce vestiaire gangréné, c'est-à-dire composé de toute la secte des traumatisés, des remontadas, donc Verratti, Marquinhos et compagnie, je ne pense pas que ça marcherait. Et apparemment, il serait venu pour modifier les statuts. Alors j'attends de voir ça, hein. Moi je vais même pas dire que je suis hype, je vais même pas dire que je suis inquiet. Tout ce que je vais faire, c'est observer avec la plus grande attention possible. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que, et je pense que tout le monde s'attend à ce que ça soit mieux que Galtier. Je ne pense pas qu'il pourra faire pire que Galtier. Déjà, Pochettino, à la fin de son aventure, on s'est dit, putain, celui qui va réussir à faire pire que Pochettino, ça sera vraiment un sacré tocard. Il y en a un qui a fait pire que Pochettino, et c'est Galtier. Et s'il arrive vraiment à faire pire que Galtier, alors là, je pense que ça finirait comme avec les Marseillais il y a quelques années. Là, ça va vraiment péter, quoi. J'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment juste ça ce que j'ai à dire sur lui. Sinon, j'en ai donc sur les 6 recrues qui ont été officialisées par le club parisien en même pas une semaine, hein. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. Donc je vais voilà, citer les recrues une par une, hein. Commençons donc premièrement par Milan Skriniar qui est arrivé en provenance de l'Inter de Milan pour seulement 0 €, hein, les amis. Ça, c'est le coup parfait. Je n'ai absolument rien à redire sur son niveau que je trouve à chaque fois extraordinaire. Le match qui m'a le plus marqué de lui, pour vous dire la vérité, les amis, c'était son match contre Liverpool à l'hiver 2022. Je crois que c'était en 8e de finale. Bon, l'Inter s'était fait sortir, c'était un match très compliqué, mais lui, j'avais vraiment senti qu'il était au-dessus du lot, au-dessus d'un De Vrij, au-dessus même d'un Bastoni. Il était vraiment très fort et avait quand même pas mal dégoûté un Mohamed Salah qui, lors surtout du match retour à Anfield, a été pas mal en difficulté sur certaines phases de jeu. C'est un défenseur expérimenté qui a un gros mental, un gros caractère et qui est arrivé donc, comme je l'ai dit, pour 0 €. Donc pour moi, c'est le coup parfait. Et c'est le coup parfait dans un sens où il pourra coller comme dans une défense à 4 ou comme dans une défense à 3. Il y a Lucas Hernandez qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, a fait une interview où il a dit qu'avec Luis Enrique, il bossait les deux systèmes. Donc Lucas Hernandez sait jouer dans une défense à 3, Skriniar sait jouer dans une défense à 3. C'est vraiment le coup parfait. J'ai absolument rien à redire là-dessus. Ce que j'aime bien dans ce mercato-là, c'est que défensivement, on s'est renforcé d'une manière considérable. Bon, Kimpembe est out jusqu'à septembre. Si on prend notre défense centrale globale à l'heure actuelle, elle est vraiment très forte. On a quand même 4 défenseurs centraux de haut niveau. Pour ça, c'est juste incroyable. Même si Marquinhos, apparemment, selon Sports Zone, est sur le départ, pourra le remplacer, j'en suis sûr, par un défenseur tout aussi fort que lui, et je pense qu'il y en a, mais ça reste quand même du très haut niveau, notre défense. C'est tout ce que j'ai à dire sur Skriniar. Je trouve que ce joueur est juste parfait pour ce club-là. Il voulait venir apparemment même l'hiver dernier. Je sais pas pourquoi, son club l'a retenu. Je m'en souviens même, l'Inter avait demandé énormément d'argent.
Et donc Campos s'est dit, bah, je peux l'avoir l'été prochain pour gratos. Donc bon, après il s'était blessé, l'Inter voulait pas le retenir, on l'a eu. C'est un très 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 bon coup réalisé de la part de Luis Campos. Enchaînons donc sur la seconde recrue qui est arrivée donc juste après, quelques heures après ou quelques minutes après, après Skriniar. C'est donc Marco Asensio qui a donc débarqué lui aussi libre de tout contrat en provenance du Real Madrid. Donc c'est un coup que moi personnellement j'ai du mal à comprendre. Je n'ai absolument rien contre le joueur, c'est un joueur qui était au départ au début des années 2019-2020 qui était comparé à Kylian Mbappé quand même. Tout le monde disait oh, ces deux mecs là ils vont se batailler pour le ballon d'or. Au final bon, Mbappé est passé mais à des années-lumière de lui. Et je comprends pas ce coup dans un sens où il vient pourquoi en fait. Si on nous dit qu'il vient pour le banc, c'est très bien parce que c'est statistiquement même prouvé que c'est le joueur en sortie de banc qui est le plus décisif. Mais par contre, alors là, s'il vient pour être titulaire, mais les gars, mais non, moi j'en veux pas titulaire. Le gars n'était pas titulaire au Real Madrid. C'est pas au PSG qui va être titulaire quand même, voyons. Moi j'espère pas qu'il le sera. J'espère que ça sera un bon joueur de complément. Et je vous jure qu'en sortie de banc, pour moi, je préfère largement avoir un Marco Asensio plutôt que Crème Solaire, Lara Fabian ou Étiquette. C'est juste ça. Donc, c'est un joueur aussi expérimenté, qui a quand même 5 Ligues des Champions, qui n'a pas contribué énormément, il faut se le dire, mais c'est quand même bon à prendre. Donc je n'ai quasiment rien à dire là-dessus. Enchaînons donc sur Manuel Ugarte, qui est un joueur qui est arrivé en provenance du Sporting Lisbonne, apparemment très très gros potentiel, pour une somme incroyable de 60 millions d'euros. Alors il a signé donc juste après Marco Asensio, le lendemain, je m'en souviens très très bien. Donc c'est un joueur apparemment avec un très 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 gros potentiel, ultra combatif, ultra fiable, qui se blesse quasiment jamais et qui a un très très gros volume de jeu au milieu de terrain, qui court énormément, qui est vraiment une machine sur un terrain, c'est vraiment le joueur sur lequel tu peux compter. Et j'avais vu un de ses matchs contre le Havre, bon, il n'était pas dedans, mais moi franchement, les matchs amicaux, je m'en fiche, mais d'une manière. Alors, je suis supporter parisien, on déteste tous l'OM, mais si on prend l'exemple de l'OM l'année dernière, les matchs de préparation étaient chaotiques, où on savait pas où le club allait aller, on savait pas si Tudor allait rester, on savait pas si des joueurs allaient rester. Bon, entre-temps, il y a des joueurs qui pendant la préparation, en avaient tellement marre qu'ils s'étaient barrés. Mais après, ces matchs de préparation, ça avait commencé très très fort. Et l'OM a fini 3e. Revenir sur Ugarte, bon, c'est pas un petit match amical qui va faire qu'on doit juger le bonhomme et qu'on va dire « Ah, il est nul, machin ». Ça, c'est principalement le défaut de certains suiveurs du football et surtout de certains supporters parisiens. Donc pour moi, j'en attends beaucoup de ce joueur évidemment, pour une somme aussi incroyable de dépenser, évidemment que j'en attends, mais il faut lui laisser du temps. C'est quand même un jeune joueur qui a 22 ou 23 ans je crois, donc il faut quand même lui laisser du temps. Donc moi c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Enchaînons donc sur l'autre recrue. Je pense que c'est celle qui va le plus, je pense, je ne suis pas devin, mais je pense que c'est celle qui va le plus surprendre. Et c'est celle qui va le plus nous faire plaisir pour nous, les supporters parisiens, puisque c'est vraiment le type de joueur qu'on adore, technique, machin. Je parle bien évidemment donc de Kang-in Lee, ou Lee Kang-in, je ne sais pas comment ça se dit, dites-moi si vous savez en commentaire, qui est donc arrivé en provenance de Majorque pour la somme, je crois, je ne sais pas si c'est 16 ou 20 millions d'euros, c'est quand même une somme raisonnable pour un club avec les standings financiers du Paris Saint-Germain. Alors personnellement, j'ai regardé aucun match de lui, mis à part son match contre le Havre et le match contre Al-Nassr, je l'ai regardé mais d'un œil, c'était tellement emmerdant. Et pour vous dire la vérité, je suis vraiment... alors, on va pas s'enflammer, voilà, parce qu'on a tellement l'habitude de dire ça, nous les supporters parisiens, mais je vais pas m'enflammer, mais je suis très 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 hypé, comme on dit chez nous les jeunes, par ce joueur, d'après tous les commentaires que j'ai entendus de la part de supporters de Majorque ou même de la part de mon compte scout, qui se disent scout entre guillemets sur Twitter, qui nous disent que c'est vraiment le joueur asiatique du futur. Ça sera peut-être le meilleur joueur asiatique dans quelques années. Et franchement, d'après tout ce que j'ai pu lire et d'après le match que j'ai vu, bordel quoi. C'est un garçon qui va très vite, que ce soit dans ses dribbles, dans sa technicité, qui voit le jeu avant tout le monde, qui a une qualité de dribble incroyable, une qualité d'élimination, t'as l'impression que c'est trop facile pour lui, passement de jambes, crochet, conduite de balle, passe, il a vraiment tout pour moi pour réussir au haut niveau, et je pense que s'il continue comme ça, alors évidemment c'est qu'un match de préparation, je le répète, mais je pense que s'il continue comme ça, une place de titulaire ne sera totalement pas déméritée pour lui.
c'est un joueur qui, pour ma part, m'aide vraiment. Même si je pense que ça sera au départ, il ne faut pas non plus voiler la face, un joueur de rotation. Au profit, je sais pas moi, d'un Bernardo Silva ou même d'un Harry Kane qui devrait peut-être arriver, même si les médias disent tout et son contraire, donc je dis peut-être, voilà. Mais je vous jure que moi, s'ils continuent comme ça et que même des Bernardo Silva, s'ils arrivent, me donnent pas satisfaction, bah pour moi c'est titulaire. Et pour moi, non. Pour moi, c'est les meilleurs qui doivent jouer. Comme dans tout club de foot, c'est le travail paye, voilà, entre guillemets. Enchaînons donc par l'autre recrue, et là c'est celle qui fait grincer des dents, celle où il y a le plus de débats pour les supporters parisiens, c'est donc Lucas Hernandez qui a signé en provenance du Bayern de Munich pour la somme avoisinant les 50 millions d'euros, donc c'est 47 millions, je l'ai noté sur ma feuille, à peu près. Parlons rapidement du joueur, après pour parler de ses origines marseillaises et tout ça va être long. C'est un joueur qui est très très fiable, bon physiquement c'est autre chose, mais sur le terrain, c'est un joueur qui ne triche pas, qui a une mentalité exemplaire, qui a une science défensive excellente, qui sait jouer à gauche, qui sait jouer central, même si au départ c'était un défenseur central. À la Coupe du Monde 2018, il s'est quand même bien révélé en tant que défenseur gauche, et on l'a vu, il a quand même fait pas mal de choses bien sympathiques à ce poste-là, mais pour ma part, je le préfère quand même en tant que défenseur central, c'est là où je le trouve beaucoup plus solide, puisque c'est là où sa qualité principale, qui est donc sa qualité d'interception, se ressent le plus, voilà. Donc c'est un très bon coup dans un sens où on les récupère pour quasiment la moitié de ce que le Bayern l'avait acheté, et surtout pour un joueur comme ça, je trouve que c'est très très bon. C'est un joueur qui a 27 ou 28 ans, donc qui est dans la fleur de l'âge, lui, je suis sûr et certain, même s'il est marseillais, je pense que lui, il va directement rentrer dans le cœur des supporters parisiens, parce que c'est un joueur qui, quand il est sur le terrain, donne sa vie. La vie avec l'équipe de France, pendant la Coupe du Monde, c'est un joueur qui vraiment se donne de la première à la dernière minute, et qui ne triche pas, comme je l'ai dit auparavant, et qui franchement nous surprendra. Moi je vous dis la vérité, il nous surprendra. On en a eu des Marseillais dans notre histoire qui ont fait soit l'histoire heureuse ou malheureuse de notre club, avec Galtier par exemple. Pour revenir donc à ses origines marseillaises, bon, il a fait une interview que franchement moi ça me saoule quand même, les questions qu'il pose aux journalistes. Est-ce que vous vous sentez bien, même si vous êtes Marseillais ou quoi, c'est bon les gars, arrêtez quoi. En fait c'est plus gênant qu'autre chose. On sait qu'il est Marseillais, on sait qu'il vient de là-bas. Toi tu viens, tu fais tes matchs, et c'est comme ça que tu rentres dans le cœur des supporters en fait. Donc pourquoi tu viens étaler toutes tes questions à la con comme ça? Je suis désolé d'être vulgaire, mais quand même, moi c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai eu du mal lors de sa première interview, où Ambre, Grillon, je sais pas quoi, là, son nom d'insecte là, lui pose une question en lui disant Paris ou Marseille, mais comme si le gars il allait crier l'OM à Montpellier. Enfin franchement, oh quel service comme Qatar. En tout cas, pour revenir globalement sur le joueur, c'est un joueur qui, j'en suis sûr, s'il est sur le terrain, parce qu'on va revenir après, les blessures, s'il est sur le terrain, ne trichera pas et sera excellent. Sera le joueur que tous les supporters parisiens aimeront. Et j'espère qu'il nous surprendra. Et pour terminer, j'espère qu'il sera là surtout, parce que les blessures, ça fait depuis l'Atlético de Madrid où le garçon n'arrive pas à enchaîner une saison pleine. Donc moi, franchement, non. Moi, je sais pas, j'ai vraiment du mal. J'espère qu'il sera là, j'espère qu'il saura nous faire fermer notre bouche. Mais il y a eu beaucoup de Marseillais qui ont tenu des propos virulents à propos du PSG et qui, quand ils sont arrivés, quand ils ont porté le maillot parisien ou même quand ils ont été dirigeants ou quoi, ont directement fait fermer la bouche des supporters parisiens et sont rentrés dans le cœur. Sinon, c'est tout ce que j'avais à dire sur Lucas Hernandez. Prix intéressant, joueur intéressant. Petit bémol quand même, comme dit Florent Gautreau, au niveau physique, joueur versatile, polyvalent et un très grand champion qui, j'espère, nous fera du bien. S'il est là, bien évidemment. Évoquons donc la dernière recrue de cette vidéo. Là, je conclurai ma vidéo là-dessus parce que je pense que ça fait quand même assez longtemps, les amis. C'est Cher N'Dour, qui est un espoir italien qui a 19 ans, qui a fêté son anniversaire hier ou aujourd'hui, je crois, hier, et qui est arrivé libre en provenance du Benfica Lisbonne. Alors,
C'est un joueur que je connais pas du tout, encore une fois. La Galaxy Campos, c'est quand même incroyable. Et c'est ça ce qui est fort chez ce directeur sportif, c'est toujours de nous sortir des pépites venues de nulle part. En plus, le gars, il arrive libre. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Mais pour ma part, c'est un joueur qui, lors du match face au Havre, m'a bluffé. Sincèrement, il m'a vraiment bluffé. C'est un joueur qui a un profil intéressant, qui est grand, qui a 1m90, qui sait se projeter vers l'avant, qui sait frapper de loin, qui sait distiller, distribuer de bons ballons vers l'avant, qui n'a pas une qualité de tacle glissé ou une qualité de récupération qui, moi, saute vraiment aux yeux, mais j'espère qu'il réussira à travailler ça, puisque vraiment, ça deviendra notre Seko Fofana à nous, quoi, puisque dans son profil, il me rappelle vraiment l'international ivoirien. Et donc, c'est un joueur qui, franchement, moi, lors du match face au Havre, sur son ballon donné à Mbappé, sur sa passe pour Ekitike, oui, m'a vraiment impressionné. Et bon, c'est que des matchs amicaux, je leur dis, machin, mais c'est quand même à prendre en compte un tout petit peu. Je regarde ces matchs-là juste par curiosité pour voir un petit peu la performance des joueurs, mais j'en tire pas vraiment de grandes conclusions, à part si vraiment il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Et ce joueur m'a vraiment sauté aux yeux et j'espère qu'il réussira à s'intégrer avec le probable départ de Marco Verratti en direction d'Arabie Saoudite. Donc j'ai terminé sur... Enfin voilà, c'était tout ce que j'avais à dire les amis, sur Luis Enrique, sur les 6 recrues. En résumé, c'est un mercato pour ma part moyen. C'est-à-dire que on s'est renforcé derrière, on s'est très bien renforcé derrière. Au milieu de terrain, on s'est renforcé. Je ne vais pas dire qu'on s'est pas renforcé, puisqu'on a quand même recruté des milieux chez Rendour, Ugarte. Mais selon moi, il manque un joueur star. Un joueur qui d'entrée va apporter une qualité supplémentaire à notre milieu de terrain. Pour moi, il nous faut vraiment un gros milieu. Moi, dans l'idéal, j'aurais dit Jude Bellingham, mais il est allé malheureusement au Real Madrid pour nous. Je sais pas, c'est encore une histoire de catalogue, mais bon. Pour moi, il nous faut soit un Bernardo Silva, ou soit un Nicolo Barella. J'allais dire un Tonali, mais lui, il est parti à Newcastle. Donc encore une fois, on s'est réveillé trop tard. Le petit Rovella de la Juve dont j'avais parlé dans ma vidéo Mercato Parfait, prenez-le au moins celui-là et développez-le et imprégnez-le dans un nouveau style de jeu. Et je pense qu'il pourra vraiment progresser et il a un niveau technique que je pense lui collera avec Luis Enrique. Donc pour moi, c'est vraiment ça ce qui manque principalement. Et aussi en attaque. Ah bah oui, en attaque. La gueule de notre attaque contre Al Nassr et la gueule de notre attaque contre le Havre. J'espère que ça sera pas ça notre attaque pour la saison prochaine. Hein. Je suis pas contre de faire jouer des jeunes, mais autour, les gars, il faut quand même les encadrer, il faut quand même qu'il y ait des joueurs de haut niveau, parce que sinon, je pense qu'on va à la catastrophe totale, là. Parce que si c'est Asensio et l'unijambiste brésilien qui restent, moi je vous dis, les gars, je sais même pas si on passe les poules de Ligue des Champions, hein, parce que entre un qui n'a pas confirmé les attentes répondues, donc je parle d'Asensio, hein, et un qui n'est jamais là, je sais pas ce qu'on fera, hein, malgré les jeunes. Pour moi, il faut qu'on fasse comme Liverpool ou même comme l'Ajax à une époque. C'est-à-dire que tu prends des jeunes talentueux, les jeunes, moi j'aimerais bien qu'ils soient titulaires. Hein. Un Noël Emina, un Zaire Emery, un centre de formation incroyable, j'aimerais bien qu'ils soient titulaires, mais derrière, il faut les encadrer par des joueurs de très haut niveau. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un Lemina sur le côté gauche et un Bernardo Silva à droite, par exemple. Et il y a un Harry Kane devant, ou je sais pas, un Olyoun, ou même un Vlahovic, ou j'en sais rien, moi, mais des joueurs confirmés. Et aussi, donc, j'ai parlé du milieu de terrain, donc je vous ai donné la liste des joueurs que j'aimerais prendre. Et aussi, il faut des joueurs de côté. Parce que Kiki est du côté des indésirables, bon, je pense qu'il partira. Là, je pense que vraiment, il n'y a pas d'autre solution, à moins qu'il prolonge son contrat et qu'il rentre dans le groupe. Hein, parce qu'on connaît la qualité de Nasser Al-Khelaifi au niveau de la communication pour ne jamais se faire passer pour le méchant. Mais bon, ça, c'est pas grave. On n'a personne. On n'a que Asensio et on n'a que Neymar. Neymar qui n'est plus un joueur de couloir. Il n'a plus les jambes pour jouer sur un côté gauche. C'est impossible. Et il nous faut surtout, et ça c'est je pense le plus important avec le milieu de terrain, le poste d'avant-centre. Parce que punaise, tu veux jouer en 4-3-3, t'as pas d'avant-centre. Hein non, franchement, moi je pense pas que ça sera possible. Et j'espère que là, Campos se grouillera parce que franchement, si on recrute pas d'avant-centre et d'ailier et surtout de milieu de terrain, je vous dis la vérité, ce mercato-là, mais vous pourrez oublier cette vidéo. Hein. On va rien faire cette saison, les amis. Moi, je vous le dis de suite. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, les amis. Il y a encore des manques. Si je vous devrais donner une petite note, je vais être sévère, hein, mais bon, moi je suis exigeant et avec un directeur sportif du niveau de Luis Campos, c'est comme ça. Et avec tout directeur sportif ayant les moyens du Paris Saint-Germain, c'est comme ça. Donc, je vais donner une note de 4 sur 10. Voilà, pour moi, c'est insuffisant. Il faut combler des manques qu'on a au milieu de terrain, sur les ailes et en tant qu'avant-centre. Il faut recruter
mettez devant. Moi, surtout, ce que je veux, c'est devant. Donc, c'est tout ce que je vais dire là-dessus, les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer ainsi qu'à la partager. Et puis, je vous dis très très vite pour une nouvelle vidéo, les amis. Et à la semaine prochaine.